l'Université de Montréal et s'intéresse, bien sûr, depuis une semaine plus particulièrement, parce qu'il est à Édimbourg depuis une semaine, mais s'intéresse à l'Écosse. Bonjour, Monsieur Beaulac. Bonjour, M. Bellantier, comment allez-vous? Ça va bien vous-même? Ah, pas mal, pas mal. La nuit a été écourtée un petit peu, je vous avouerai, là, mais on est là pour faire le travail de terrain. Alors, il faut se dévouer à la cause. Oui, je comprends. D'autant plus qu'on me dit que vous êtes en train de compléter un dernier chapitre d'un livre qui, lui, le dernier chapitre sera consacré à l'Écosse. Vous y avez passé la semaine. Vous avez vu les derniers moments de cette campagne référendaire. Le résultat, je le rappelle pour nos auditeurs qui viennent d'ouvrir les yeux, avec la victoire du non à 55 contre 45 pour le oui. D'abord, sur les résultats, monsieur Beaulac, est-ce qu'ils correspondent à ce que vous sentiez, vous, sur le terrain depuis que vous y êtes une semaine? Mais il y avait un retour. Hein. Si on se rappelle, il y a une dizaine de jours environ, il y a eu un sondage il y en a pas eu beaucoup, là, mais ce sondage, il y a une dizaine de jours, mettait le camp du oui gagnant par un point de pourcentage à l'intérieur de la marge d'erreur, comme on appelle dans le jargon, là. Puis les tout derniers sondages semblaient pas mal tourner aux alentours d'un appui qui allait pas plus haut, 47-48. Il y a, évidemment, on appelle ça chez nous, puis ailleurs aussi, la prime à l'urne. Dans un référendum, ça signifie surtout que on devrait répartir les indécis beaucoup plus du côté du non, parce que habituellement, ceux qui sont décidés en faveur d'un changement de structure politique de la sorte, sont convaincus. C'est pas une chose qu'on fait, ou en tout cas, certains peut-être, là, mais pas un bon nombre en dernière minute. Alors, c'est ça. Le résultat final, somme toute, peut-être un peu surprenant, puis ça va être intéressant de voir comment ça va affecter la dynamique de négociation, parce que là, maintenant, c'est pas fini. C'est fini sur la question référendaire, Oui. mais c'est clair, les intervenants l'ont souligné, on va utiliser l'énergie derrière cette volonté de changement pour la transférer vers des négociations constitutionnelles pour assurer une plus grande dévolution en faveur d'Édimbourg. Oui, d'Édimbourg, mais également l'Irlande du Nord, l'Angleterre, les Pays de Galles qui vont être inclus dans ces discussions, si je comprends bien à ce moment-ci. Quel pouvoir de négociation vient de se donner l'Écosse et les autres régions si elles souhaitent une dévolution plus grande de pouvoir, en tout cas? Et voilà, c'est bien intéressant que vous souligniez cet aspect parce que dans un premier temps, ça intéresse au premier chef, c'est-à-dire l'Écosse qui négocie avec le pouvoir central, c'est-à-dire Londres, le Parlement de Westminster, comme on aime l'appeler. Mais il y a deux autres régions qui examinaient le processus référendaire, l'expérience, le dossier écossais de très près, et c'est le Pays de Galles, l'Irlande du Nord, et à terme, vraisemblablement, ce sera aussi les prochains à demander une restructuration de l'organisation politique en Grande-Bretagne. Et qui sait, je l'ai mentionné à quelques reprises, c'est peut-être vers un modèle proche du Canada, vers lequel ils s'en vont, c'est-à-dire de créer une fédération. Parce que il faut pas se tromper, même s'il y a des pouvoirs qui ont été délégués en faveur d'Édimbourg, la Grande-Bretagne est un pays unitaire. Ça, quand on trace des parallèles avec l'expérience écossaise, il faut toujours faire gaffe un peu parce que le contexte n'est pas le même. Chez nous, c'est une fédération. Les provinces, dont la province de Québec, est déjà souveraine à l'intérieur de ses champs de compétences. Alors, la pleine indépendance ici qu'on souhaitait obtenir, ça, c'est sûr que ça ressemble beaucoup à nos deux expériences sécessionnistes de 1980 et de 1995, mais il y a beaucoup de nuances à faire. On peut absolument, il faut se garder, faire garde de faire du copier-coller. Alors, parlez-nous de ce que Londres pourrait décentraliser vers l'Écosse, l'Irlande du Nord et le Pays de Galles, par exemple. Écoutez, il y a déjà en fait, le gros changement qui pourrait être effectué, c'est d'arrêter de parler d'évolution, de pouvoir déléguer, parce que pour faire un parallèle, c'est comme nos municipalités au Québec. Les municipalités ne sont pas des gouvernements autonomes, des ordres juridiques autonomes. Ils ont des pouvoirs, mais qui découlent de la loi. Ce sont des organismes dont les pouvoirs sont délégués. Dans un sens, c'est qu'est-ce qu'on a fait avec Édimbourg. Là, peut-être que le nouveau modèle qui va être considéré, qui sera peut-être négocié, c'est pas de transférer des pouvoirs, c'est vraiment de créer un ordre juridique qui serait souverain, comme des États fédérés, comme des provinces. On appelle ça province au Canada, Länder en Allemagne, État aux États-Unis. La même idée revient, c'est que des entités sont souveraines, ne sont pas redevables à une autorité supérieure.
Et ça serait vraiment tout un changement en faveur du Parlement d'Édimbourg. Est-ce que ça voudrait dire qu'on irait jusqu'à définir, il faudrait définir des champs de compétences, par exemple? Mais voilà, puis il y en a plusieurs modèles. Évidemment, celui que je connais le plus, qu'on s'intéresse le plus parce qu'on compare ailleurs avec chez nous, avec le Canada. On a justement des listes d'épicerie. Des fois, je le présente comme ça à mes étudiants là, de matières, comme l'éducation, ben, ce sont les provinces. L'armée, c'est Ottawa, c'est le pouvoir central chez nous. La monnaie, c'est Ottawa. Les affaires étrangères, c'est Ottawa. Tout ce qui est propriété, droit civil, tout ce qui intéresse les individus dans le Code civil du Québec, bien ça relève des provinces. Alors, on pourrait vraisemblablement en arriver à ça. Et un gros item, si vous me prêtez l'expression, je suis en Grande-Bretagne après tout, ça serait au niveau du pouvoir de taxation, les impôts. Dans une large mesure, on a à Édimbourg des pouvoirs, mais on n'a pas les moyens d'exercer ces pouvoirs parce que les fonds publics ne sont pas là. Alors, pour vraiment avoir une meilleure autonomie et peut-être à terme des pouvoirs qui pourraient être exercés de façon souveraine ou quasi souveraine, mais il faudrait, et c'est probablement le plus gros chef de bataille dont on va essayer de se négocier une plus grosse portion de la tarte. Ah ben écoutez, vous nous ramenez carrément avec votre exemple des municipalités ici qui demandent plus de pouvoir, mais un transfert fiscal également pour pouvoir répondre à ces besoins-là. Et voilà. Ouais. Monsieur Beaulac, c'était parallèle à faire, alors c'est intéressant de suivre le dossier. Merci. Alors, on est beaucoup dans les nuances avec vous, Monsieur Beaulac, sur des systèmes différents, même dans les négociations à venir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Au plaisir, monsieur. Au revoir. Stéphane Beaulac, constitutionnaliste à l'Université de Montréal, à la faculté de droit. Il est 7h56.